Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais prendre une minute pour introduire ce webinaire Horizon Europe. Je suis Caroline Micheletti-Lacan, je suis en charge de l'animation de la communauté du Coq Vert et ce webinaire s'inscrit dans les contenus qu'on propose au travers de la communauté. Donc ce webinaire est ouvert plus largement à tous les participants qui sont là aujourd'hui, mais sachez que dans le cadre du programme de la communauté du Coq Vert, on a également des contenus qu'on propose toute l'année qui sont réservés à nos membres. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre cette communauté, je vous partagerai dans le chat les éléments qui vous permettront de candidater. Mais je ne vais pas prendre plus de temps et je vais ouvrir le bal avec Joanne, qui est notre intervenant ce matin, pour vous parler du programme Horizon Europe. L'idée, c'est de vous faire un récap un peu du programme, des différents sujets et appels à projets auxquels vous pourrez candidater, les différentes grandes dates aussi sur l'année 2026-2027, et puis de vous donner des bonnes pratiques pour réussir au mieux à récupérer des financements européens. Je laisse la place à Joanne. Merci Caroline. Bienvenue à tous pour parler Horizon Europe ce midi et puis les opportunités que ce programme de recherche représente pour le financement de la T2E. Donc, je m'appelle Joanne Co, je travaille à la direction de l'expertise à BPI France et je suis expert énergie. Le sommaire de notre webinaire s'articule de la manière suivante. Je vais d'abord vous présenter rapidement qu'est-ce qu'Horizon Europe. On va enchaîner ensuite sur quel est le rôle des points de contact nationaux et qu'est-ce qu'un point de contact national déjà. On pourra ensuite voir des détails sur les appels à projets ouverts qui concernent la transition énergétique et qui sont portés par Horizon Europe. Et puis ensuite, on rentrera plus sur des aspects concrètement, qu'est-ce qui peut m'aider pour faire une bonne proposition pour répondre aux appels à projets. Et donc, on parlera de critères d'évaluation, on donnera un exemple de projet financé, on reviendra sur des conseils et des ressources utiles, et puis on va garder 10-15 minutes à la fin aussi du webinaire pour répondre à vos questions. Et sur ce point, toujours des questions d'ailleurs, vous pouvez tout de même, pendant la présentation, poser vos questions par écrit dans le chat, et soit on y répondra directement en live, soit on attendra la fin de la présentation pour y revenir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Horizon Europe? Cette slide pour donner un peu une vision globale sur le programme. Déjà, ce qu'il faut retenir en termes de chiffres, c'est que sur 2021-2027, Horizon Europe, ça représente quasiment 100 milliards d'euros qui sont à distribuer aux entités privées européennes, que ce soit des entités privées ou publiques de la recherche, par exemple. Et donc, quand on participe, quand on candidate à Horizon Europe, ce qu'il faut, c'est présenter un projet collaboratif. On n'est que sur des projets collaboratifs dans Horizon Europe, avec au moins 3 entités légales différentes qui représentent également au moins 3 États membres ou pays associés de l'UE. Et donc, vous verrez que dans pays associés, en fait, on peut avoir une variété assez large de pays, puisqu'on peut retrouver des pays comme le Canada, le Japon, l'Australie, mais aussi la plupart des pays africains, par exemple. Les projets qui sont déposés à Horizon Europe sont des projets qui ont une durée moyenne de 3-4 ans, puisqu'on est sur de la recherche. On verra avec des niveaux de maturité ou de TRL plus ou moins élevés, mais on est quand même sur de la recherche, donc on est sur du temps long, on va dire. Et puis le financement disponible à Horizon Europe sur ces différents appels à projets, il est conséquent, puisqu'on peut récupérer de 4 à 20 millions d'euros par projet pour l'ensemble forcément des partenaires du projet. Et un petit focus sur Horizon Europe et plutôt sur quel périmètre concerne la transition énergétique et écologique dans ce programme de recherche. C'est ce que vous avez sur la droite de l'écran. On est sur, en fait, une petite enveloppe ou un tiroir, on va dire, d'Horizon Europe. On est sur une thématique climat et énergie. On peut parler aussi de mobilité et qui fait partie d'un ensemble qu'on ne va pas balayer aujourd'hui, mais d'un ensemble de thématiques qu'Horizon Europe souhaite financer, souhaite soutenir. Sur la typologie des projets collaboratifs, il y a différents niveaux de maturité technologique que soutient Horizon Europe. Aujourd'hui, on va principalement parler
et parce que ça colle bien à la transition énergétique, on va principalement parler de projets collaboratifs qu'on appelle Innovation Action, qui sont avec des TRL de sortie plutôt élevés, de 5 à 8. Vous pouvez garder en tête qu'il y a d'autres appels de projets qui portent sur les thématiques, sur les TRL, niveau TRL un peu plus faibles, ou qui portent plus globalement sur des aspects de communication, de sensibilisation. Nous, aujourd'hui, vraiment, on va se focaliser sur TRL 5-8, les Innovation Action. Et justement, sur ce type de projet collaboratif, le financement pour les entités privées s'élève à 70% du budget. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 70% du budget? C'est assez simple, en fait. Dans Horizon Europe, il y a une politique de financement qui se veut la plus simple possible. On parle de lump sum en anglais, ou on va dire montant forfaitaire en français. Et donc, la règle est la suivante. Quand vous répondez à un appel à projet Horizon Europe, il y a deux options. Soit vous définissez vous-même le budget auquel vous avez besoin pour remplir l'activité ou les activités que vous réalisez dans cet appel à projet, soit c'est le texte de l'appel à projet en lui-même qui aura défini le montant auquel vous avez le droit. Quelle que soit l'option de cet appel à projet retenu pour le financement ou le déblocage des fonds, il est en fonction de l'avancée du projet et non en fonction de la réussite du projet. C'est-à-dire que dans la proposition que vous allez faire pour répondre à l'appel à projet, vous allez dire « je veux faire telle activité, telle activité, telle activité pour tel objectif ». L'important, c'est de réaliser l'ensemble des activités que vous avez définies pour pouvoir toucher la somme forfaitaire, les 70% du budget global. Ce n'est pas forcément l'atteinte, du coup, ce n'est pas l'atteinte de l'objectif qui va permettre de débloquer ce fonds. Ce qui est du coup assez intéressant pour les entités, puisque non seulement on récupère l'argent, mais en plus, on a une épée de Damoclès en moins concernant le financement. Donc, je vous parlais d'appel à projet là, depuis le début de ce webinaire. Cette slide, l'objectif de cette slide, c'est de définir un peu plus précisément à quoi ressemble un appel à projet. D'un premier abord, ça peut faire peur, puisque le texte n'est pas forcément super familier et amical. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est globalement assez simple. La première impression est assez trompeuse, en fait. Donc là, sur la droite de la slide, vous avez le descriptif d'un appel à projet, c'est quelconque. On peut diviser le descriptif en 4 parties. Dans la première partie, vous avez l'identifiant et le titre. Donc, l'identifiant, c'est la référence qui commence par Horizon. Donc, ça permet de retrouver facilement ensuite le texte parmi la documentation. Et puis, vous avez le titre de l'appel à projet qui, typiquement, du coup, décrit ce qu'il cherche à faire. Dans la partie conditions, vous allez retrouver notamment le fait que l'appel à projet est une innovative action ou alors innovation action, ou alors un autre type d'appel à projet. Vous allez aussi retrouver la partie budget global alloué à cet appel à projet. Et puis, le niveau de TRL, par exemple, qui est attendu en début et ou en fin de projet. Sur la partie 3, vous avez ce qu'on appelle les expected outcomes. Là, on est sur la description par la Commission européenne de ce qu'elle souhaite soutenir dans le cadre de cet appel à projet. C'est-à-dire que la proposition qui va être rédigée par le consortium, par vous, pour répondre à cet appel à projet, doit démontrer qu'elle répond à l'ensemble des résultats attendus par la Commission européenne. Et ensuite, dans la dernière partie, la partie qu'on appelle scope ou activité en français, là, on va atteindre le niveau de détail le plus élevé sur le contenu de l'appel à projet. On va arriver dans la partie où, de manière la plus détaillée possible, la Commission européenne aura décrit les activités ou les actions qu'elle attend de la part des candidats à cet appel à projet.
Je vais revenir maintenant sur le rôle de point de contact national et sur les points de contact nationaux. Donc, tout d'abord, une adresse à retenir, c'est celle qui apparaît sur le haut de la slide, pcn-climat-énergie-bpi, france.fr. C'est cette adresse que vous pouvez, à laquelle vous pouvez envoyer des mails pour vous renseigner, pour demander des informations, pour demander aussi des points d'échange avec nous, pour discuter Horizon Europe, pour répondre à vos questions. Et ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'au sein de BPI France, la répartition du rôle de point de contact national est fonction de l'expertise de chacun d'entre nous. Donc, vous voyez que sur la thématique climat-énergie, on est 6 à s'être répartis les différentes thématiques qui sont sur Horizon Europe dans le cadre de la thématique climat-énergie. Et donc, en fonction de votre besoin, de votre thématique, de votre expertise, on adresse à la personne la plus adaptée le mail ou la question, l'interrogation. Et on revient vers vous le plus rapidement possible pour répondre justement à vos interrogations. Une autre information aussi importante, c'est qu'il existe une newsletter sur du coup l'activité Horizon Europe Climat Énergie. Et si vous souhaitez être intégré à cette newsletter, vous pouvez aussi solliciter cette inscription en envoyant un mail à cette adresse mail. Je vais maintenant arriver sur la partie guide des appels à projets. Et donc, je vais détailler différents appels à projets qu'on a jugés pertinents pour la communauté du Coq Vert. Pertinents dans le sens où on est sur les niveaux de TRL les plus élevés possibles, avec des thématiques qui sont liées directement à la transition énergétique et écologique. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur le premier pour bien vous expliquer la manière dont est construite la description de l'appel à projet. Et puis ensuite, je reviendrai principalement sur les objectifs principaux des appels à projet que nous avons listés pour ce webinaire. Sur la partie gauche du premier tableau que vous avez sur cette slide, on retrouve le code ou la référence dont je parlais tout à l'heure, qui renvoie directement à l'appel à projet en question. Sur la deuxième colonne, vous avez la question du budget. Et donc, ce qu'il faut lire sur cet appel à projet, c'est qu'il y a un budget total de presque 19 millions d'euros qui sera réparti équitablement, qui est censé être réparti équitablement entre 2 projets qui seront lauréats. Vous avez ensuite le nom de l'appel à projet en question. Et ce qu'on a fait, nous, c'est synthétiser en 2 lignes, pour chacun des appels à projets qu'on va présenter aujourd'hui, l'objectif ou la thématique de l'appel à projet en question. Et pour terminer, sur la colonne de droite, vous avez les dates d'ouverture et les dates de clôture pour chacun de ces appels à projet. Donc, ce qu'il faut lire ici, c'est que celui-ci va ouvrir, le dépôt des candidatures plutôt sera ouvert à partir de mai 2027, donc on est sur du long terme, et il fermera en septembre 2027, à la mi-septembre. Donc maintenant, pour revenir plus précisément sur le contenu de celui-ci, sur le contenu du premier appel à projet, on est sur une thématique batterie, vous l'aurez compris, vous l'aurez lu, et l'objectif de celui-ci, c'est de viser à accompagner le développement de batteries pour le stockage stationnaire. Donc, on n'est pas sur la mobilité, on est sur le stockage stationnaire en appui au réseau, avec l'identification de matériaux qui sont les plus disponibles possibles et qui permettent d'avoir un coût aussi le plus faible possible. On retrouve aussi une thématique de recyclage de batteries sur Horizon Europe, avec 2 appels à projets en lien avec cette thématique. Le premier qui concerne le recyclage des batteries de véhicules en coopération avec l'Inde. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y avait certains appels à projets qui ont quand même des exigences ou des requis qui sont assez précis. Et donc là, l'objectif, je le reprécise, c'est bien améliorer le recyclage des batteries. Ça veut dire que le projet présenté doit s'appuyer sur des procédés actuels déjà développés, plutôt que de proposer des procédés nouveaux. La coopération avec l'Inde qui ressort aussi comme une exigence forte. Le troisième appel à projet concerne toujours l'amélioration des processus de recyclage existants, mais celui-ci met le focus sur 3
trois volets importants: la gestion de la diversité, l'efficacité des procédés, et puis l'amélioration de l'impact environnemental, bien sûr. On va passer sur une deuxième thématique portée par ces appels à projets, qui est la thématique énergie renouvelable. Et vous allez le voir, on est sur des thématiques qui sont très variées, qui permettent d'adresser des expertises de pas mal d'acteurs français. On est, par exemple, concernant le premier appel à projet, sur l'amélioration de la connaissance du sous-sol pour la géothermie. Ensuite, on a un appel à projet qui est en lien avec le développement des ENR, et il n'y a pas de restriction concernant justement qu'est-ce qu'une ENR ici. Et donc, celui-ci sur le déploiement des ENR en Afrique. On a un troisième appel à projet qui porte sur la modernisation des centrales hydroélectriques et leur adaptation au changement climatique. Le quatrième appel à projet est lui sur le photovoltaïque, et l'objectif est de déployer ou d'élargir l'usage des panneaux PV, que ce soit notamment dans l'agricole et l'offshore, donc l'agrivoltaïsme par exemple, ou les parcs flottants, tout en réduisant bien sûr les effets collatéraux de ce genre d'installation. Le dernier appel à projet, lui, est sur le développement de l'usage de carburants alternatifs pour la chaleur et l'électricité. Donc voilà pour la partie réseau énergie renouvelable. On passe maintenant sur une thématique réseau électrique et intelligence artificielle. Donc on a 4 appels à projets qui sont en lien avec ces thématiques. Le premier qui est sur la solution pour gérer le fonctionnement des réseaux électriques, notamment en prenant en compte l'augmentation des besoins des flexibilités. On a un deuxième appel à projet qui est plus sur le développement de solutions de stockage, mais toujours en appui au réseau électrique. Le troisième appel à projet, lui, est plus sur la brique IA, modélisation, pour permettre toujours l'optimisation du fonctionnement des réseaux électriques. Et puis le dernier aussi a une forte connotation intelligence artificielle et modélisation, puisqu'il doit permettre la démonstration. Je parlais de TRL assez haut tout à l'heure, donc permettre la démonstration de modèles directement sur des sites pilotes ou des micro-réseaux. On a une autre thématique sur Horizon Europe en lien avec la transition énergétique, c'est tout ce qui a trait au logement, au bâtiment. Donc on retrouve des différents appels à projets, notamment donc le premier qui est sur la rénovation, mettre au point des matériaux ou des méthodes, des procédés pour déployer des rénovations d'immeubles qui soient les plus performantes et rentables possibles. Développer aussi des outils d'information, d'analyse accessibles à l'ensemble des parties prenantes pour la thématique de la rénovation énergétique. Un autre appel à projet, le troisième, qui porte sur l'apport de la robotique et l'automatisation pour améliorer la rénovation énergétique. Et puis, un dernier appel à projet qui est lui plus sur l'usage ou le déploiement de la stratégie d'économie circulaire. Une autre thématique en lien avec la transition énergétique, là, plus d'un point de vue industriel, c'est le sujet de chaleur industrielle qu'on retrouve beaucoup ou avec un budget assez conséquent sur Horizon Europe. Donc là, on a 3 appels à projets en lien avec la chaleur industrielle. Le premier porte principalement sur l'optimisation de l'usage de la chaleur et l'exploitation aussi de la chaleur fatale pour les fermes de serveurs ou les data centers. Il y a aussi le deuxième appel à projet porte sur lui l'amélioration des procédés de récupération de chaleur fatale dans un ou plusieurs secteurs industriels. Et puis le dernier porte sur la valorisation de cette chaleur fatale sous forme mécanique ou électrique. Donc on est quand même si on est à la base sur la thématique chaleur industrielle, chaleur fatale, on est sur des objectifs qui sont assez variés.
Toujours en lien avec la transition énergétique, on est maintenant sur des appels à projets qui portent sur l'adaptation au changement climatique. Donc là, on est un peu moins sur la technique, mais plus sur les aspects organisationnels, par exemple, d'une entreprise ou d'une région pour s'adapter au changement climatique. Et donc là, on a des expertises qui peuvent être très variées et qui peuvent être valorisées dans ce genre d'appel à projet. Puisque le premier appel à projet qu'on voit ici porte sur le développement de solutions pour protéger les biens culturels vis-à-vis justement du changement climatique. Et le deuxième porte sur l'adaptation des régions transfrontalières au changement climatique. Et donc le besoin que les différents pays frontaliers se coordonnent pour répondre de la manière la plus efficace possible au changement, aux impacts du changement climatique. Et pour le dernier appel à projet ou la dernière thématique d'appel à projet qu'on vous présente aujourd'hui, on est sur une thématique qui est très, très large. C'est issu notamment du rapport Draghi, de Mario Draghi. Il y a une politique de renforcement ou de soutien à l'industrie au niveau européen qui s'exprime dans Horizon Europe, dans ce qu'on appelle les appels à projets du Clean Industrial Deal. Vous pouvez le voir du coup dans la colonne budget, avec des budgets très conséquents, puisque sur 2026-2027, la Commission européenne souhaite déployer pour chacun des appels à projets environ 16 fois 15 à 19 millions d'euros, ce qui est très, très conséquent et très inhabituel en fait pour Horizon Europe. Donc, on voit ici, et ici se traduit en fait la volonté forte de la Commission européenne de soutenir ces deux thématiques qui sont tout d'abord permettre à des acteurs de mettre en place des premiers démonstrateurs ou premières installations industrielles de technologies innovantes pour décarboner l'industrie. Donc vous voyez que dans le titre, en fait, c'est très large et donc ça permet d'ouvrir cet appel à projet à des technologies variées, dans le sens où on ne restreint pas, par exemple, à l'électricité ou la chaleur industrielle ou encore une autre technologie. On ouvre à toutes les thématiques, toutes les technologies. La condition principale reste que ça doit être une technologie qui permette de décarboner. Et puis le deuxième appel à projet, qui est très, très similaire, on est pareil, là aussi, le développement, on souhaite soutenir financièrement le développement de technologies d'organisation de projets net zéro. Donc là, avec, on va dire, un degré par rapport au premier appel à projet dont je parlais, un degré d'exigence un peu plus fort, dans le sens où on cherche le net zéro sur ce genre de techno ou d'organisation. J'en ai fini pour la présentation des appels à projets qu'on avait sélectionnés pour ce webinaire. Une dernière, je refais un passage sur notre rôle de PCN. Donc là, vous avez pu voir un peu l'étendue des thématiques qui sont couvertes par Horizon Europe. Je reviens ou je réappuie, je souligne le rôle de PCN que nous, on peut avoir dans ce cadre-là. C'est que si, dans ces appels à projets qu'on vient de balayer, vous avez identifié une ou des thématiques qui vous parlent ou dans lesquelles vous pensez avoir une expertise, le premier pas à faire, c'est aller voir concrètement de quoi ça parle plus précisément. Et ensuite, vous pourrez toujours revenir vers nous et on pourra vous aider à déjà identifier les prochaines étapes. Sur justement les prochaines étapes, on va parler planning maintenant. Vous avez sur cette slide la vision planning des différentes thématiques des appels à projets qu'on vient de balayer. Donc les premiers, vous avez les dates de clôture. Donc les premières clôtures d'appels à projets sont à la mi-septembre 2026. Donc pour les différentes thématiques que vous avez, comme les batteries, les bâtiments, la chaleur industrielle, la première partie du Clean Industrial Deal et puis les appels à projets qu'on a présentés sur l'adaptation au changement climatique. Ensuite, vous avez à la fin de l'année aussi le réseau électrique et les ENR. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous présente cette slide? C'est que
Si vous intéressez, le message ici, c'est que si vous intéressez à ces thématiques-là, il faut se mettre au travail ou en tout cas engager les recherches le plus rapidement possible pour pouvoir tenir les deadlines. Donc là, c'est le message un peu de sortez les stylos ou mettez-vous au travail, tout en sachant que de toute manière, en fait, en 2027, vous avez aussi un certain nombre d'appels à projets qui vont se clôturer, donc pour lesquels vous avez tout de même beaucoup plus de temps. Donc, c'est à vous, sur cette stratégie, c'est à vous de voir quels appels à projets sont les plus pertinents pour vous et quel deadline vous fixez pour pouvoir répondre à ces appels à projets. On va passer maintenant au sujet de critères d'évaluation des propositions que vous rédigez pour répondre aux appels à projets. Et pour cela, je passe la main à ma collègue Charlotte Conny. Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Donc, je m'appelle Charlotte Conny, je suis chargée de mission financement public et européen à BPI France. Et donc, j'accompagne Joanne et toute l'équipe du point de contact national chez BPI France de manière assez transversale. Donc, je vais vous présenter déjà dans un premier temps, après cette présentation des appels à projets, les différents critères d'évaluation. Donc, une fois soumis, votre dossier de candidature, il sera évalué sur la base de 3 grands critères, chacun noté sur 5, pour une note totale sur 15. Pour chaque critère, il existe un seuil minimal de 3 sur 5 et au total, un seuil de 10 sur 15 pour être considéré pour un financement. Donc, je vais vous présenter ces critères un par un. Vous avez d'abord, dans un premier temps, le critère excellence. Il évalue la clarté, la pertinence des objectifs du projet, dans quelle mesure le projet va dépasser l'état de l'art, donc c'est-à-dire ce qui se fait actuellement en matière de recherche. Et il évalue aussi la méthodologie qui est proposée par le projet. Le deuxième critère, ça va être l'impact. Il évalue la crédibilité des trajectoires pour atteindre les résultats déterminés dans le programme de travail, ainsi que la pertinence et la qualité des mesures pour maximiser l'impact attendu. Donc ici, on parle d'un plan de diffusion et d'exploitation. Donc par exemple, des activités de communication, c'est-à-dire que quand vous menez votre projet, les résultats doivent ensuite être disponibles. L'idée étant que ça serve évidemment ensuite à faire avancer la recherche sur ce sujet. Le troisième et dernier critère, ça va être la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc, il s'agit ici d'évaluer la qualité et l'efficacité du plan de travail, par exemple l'évaluation des risques. Ce critère, il évalue aussi la capacité et le rôle de chaque participant, c'est-à-dire que chaque participant doit réellement, on va dire, apporter sa pierre à l'édifice. Il ne doit pas avoir un participant qui a un rôle moindre, tandis qu'un représente 70% du plan de travail. Il s'agit d'avoir ici un consortium qui est équilibré, où chacun apporte son expertise. Et il faut ensuite que le consortium rassemble évidemment l'expertise nécessaire à la mise en œuvre du projet. On va donc maintenant passer à un exemple d'un projet financé. L'idée ici, c'est de vous montrer donc, un projet qui a été, en l'occurrence ici, coordonné par un Français, et de vous montrer donc, comment utiliser finalement Cordis, qui est un site que je vous présenterai aussi dans un deuxième temps. Donc Cordis, c'est le site qui répertorie tous les projets anciennement financés. C'est un outil qui est très important à utiliser pour vous, car quand vous montez un projet, il est toujours important de se référer aux projets qui ont été financés auparavant sur votre même thématique, parce que l'idée d'Horizon Europe, c'est de construire sur la recherche qui a déjà été faite auparavant. Donc ce site, c'est vraiment une sorte de réflexe à avoir quand vous identifiez un appel qui vous intéresse. Vous allez sur ce site et vous regardez ce qui a déjà été fait. Et donc en l'occurrence ici, c'était un appel à projet concernant les batteries, qui était Innovation Action, comme vous a présenté Joanne juste avant. Et donc vous pouvez voir ce qu'il vous a expliqué sur les taux de financement, où en fait à gauche, vous avez un institut de recherche donc public qui a été financé à 100%. Mais comme c'est une Innovation Actions, vous avez à côté une entreprise, donc privée, qui elle a été financée à 70%, puisque c'est un acteur privé. Voilà. Donc maintenant, on va vous passer un petit peu de temps à expliquer certains conseils qu'on peut vous donner, des erreurs à éviter. Mais tout d'abord, comment finalement ça se passe un projet Horizon Europe? Comment est-ce qu'on fait pour démarrer tout ça? Donc déjà, la première étape, ça va être d'identifier évidemment les appels à projets qui vous correspondent. Donc vous avez déjà eu un premier aperçu avec nous, avec la présentation d'aujourd'hui. Mais ensuite, il faudra évidemment aller dans les détails des appels. Donc les appels à projets, juste pour vous donner une idée, c'est des appels qui font 2 pages. C'est quand même quelque chose d'assez court à lire. Donc l'idée, c'est que si là, vous avez des appels à projets qui ont retenu votre attention,
N'hésitez pas à aller voir le programme de travail qui est disponible en ligne et d'aller lire et voir exactement si vous pouvez y répondre, apporter des éléments intéressants. Vous pouvez ensuite nous contacter, nous, le point de contact national, pour analyser l'opportunité ensemble, pour voir exactement comment est-ce que vous pouvez contribuer. Ensuite, l'idée, c'est que, comme Joanne vous l'a expliqué, Horizon Europe, c'est des programmes qui sont collaboratifs. Donc, il faudra aller chercher des partenaires, en France aussi, évidemment, mais aussi forcément à l'étranger, puisque ce sont des programmes transnationaux. Donc, plusieurs manières de former un consortium. Vous pouvez nous solliciter pour nous envoyer une manifestation d'intérêt que nous, ensuite, on pourra transférer à des partenaires qu'on s'est déjà intéressés sur les mêmes sujets que vous, mais qu'on peut aussi transférer à notre réseau de points de contact national étrangers. Vous pouvez aussi utiliser des sites dédiés à la recherche de partenaires que je vous présenterai dans un second temps. Et enfin, donc une fois que vous avez votre consortium qui est établi, l'idée, c'est de faire tout simplement le montage du projet, donc la répartition du rôle, de définir exactement ce qui devra être fait pendant le projet. Et dans cette étape-là, BPI peut vous accompagner parce que nous avons un diagnostic qui s'appelle PTI, Partenariat technologique international. Donc, il s'agit d'une prestation de BPI qui permet de faciliter l'accès aux PME aux programmes européens visant les projets collaboratifs comme Horizon Europe. Et cette prestation permet notamment d'accompagner l'entreprise dans l'élaboration de son dossier de candidature. Je vais maintenant vous donner une série de conseils concernant différents aspects de la candidature à Horizon Europe. Donc, d'abord, quelques conseils concernant votre consortium. Tout d'abord, il faut éviter les consortiums constitués seulement d'entreprises ou seulement de chercheurs. Les deux sont réellement importants dans votre consortium. Il faut un véritable équilibre entre les académiques et les industriels pour faire un consortium équilibré qui se complémente bien. Ensuite, éviter un consortium avec peu de diversité géographique. Il faut essayer au maximum d'avoir plusieurs pays représentés, différents types de pays, de différents types de régions. Vous avez les pays membres de l'Union européenne, mais vous avez aussi les pays associés, donc les pays qui ont signé un accord d'association avec Horizon Europe. Mais vous avez aussi, par exemple, les pays à revenus faibles et intermédiaires qui sont éligibles au même titre que les pays membres ou pays associés à Horizon Europe, à des financements. Donc, ce sont aussi des pays qui ont une géographie différente, par exemple, ce qui peut être pertinent dans vos projets. Ensuite, un dernier conseil sur le consortium, d'éviter un consortium constitué seulement de ce qu'on appelle des néo-entrants. L'idée est quand même d'avoir des partenaires expérimentés dans votre consortium pour vous aider à naviguer le programme européen. Et notamment pour voir des partenaires expérimentés, vous pouvez vous référer au site Cordis dont je vous parlais juste avant, qui répertorie les projets anciennement financés. Maintenant, quelques conseils sur la partie du montage de projet. Tout d'abord, faites bien attention à ne pas sous-estimer les ressources nécessaires à la mise en place du projet. L'idée est de bien proposer un budget équilibré, quelque chose qui va permettre de bien mettre en œuvre toutes vos activités, ne pas non plus surestimer ce que vous allez faire ou les impacts de votre projet. L'idée est vraiment de proposer quelque chose d'équilibré. Ensuite, faites bien attention à bien répondre à toutes les conditions de l'appel. L'idée est de faire ici attention tout simplement au vocabulaire qui est employé. Dans le programme de travail, si vous consultez la description d'un appel à projet, vous pourrez voir que certains mots vont indiquer des aspects obligatoires auxquels répondre absolument, tandis que d'autres vont être des recommandations. Donc, il faudra bien faire attention à répondre à tous les aspects obligatoires et en réalité faire attention aussi aux recommandations proposées par le programme de travail à bien suivre. Et enfin, toujours en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur Cordis, de bien consulter ce site pour se référer au projet financé et voir ce qui s'est fait avant sur vos mêmes thématiques. Enfin, une dernière série de conseils, cette fois sur votre dossier de candidature en lui-même. Donc déjà, faites bien attention à avoir dans les 2 premières pages, on vous conseille d'avoir un résumé du projet le plus attractif possible, avec un schéma de principe ou une illustration. Ensuite, un dossier qui soit agréable à lire, on va dire, donc, par exemple, avec des graphiques qui respectent bien les conditions de format dans un anglais simple. N'oubliez pas que les évaluateurs sont avant tout des humains, qui ne sont pas forcément natifs anglais, donc c'est important d'avoir un vocabulaire relativement simple et clair. Les évaluateurs vont avoir énormément de dossiers à lire, donc si vous pouvez leur faciliter la tâche, ça ne peut être que bénéfique pour votre projet. Et ensuite, on vous conseille évidemment de vous y prendre quand même relativement à l'avance. Idéalement, finaliser la partie B. Donc, la partie B, c'est la partie de descriptif du projet. La partie A étant la partie, on va dire, administrative.
La partie B, donc c'est l'essentiel de ce que vous allez devoir faire dans votre dossier de candidature. Idéalement, finaliser cette partie une semaine avant le dépôt afin de vous laisser le temps tout simplement de faire une relecture quand même approfondie de votre dossier, éviter les petites erreurs par-ci par-là. Je vais enfin finir par les quelques ressources utiles. Donc, les ressources utiles. Vous allez d'abord avoir les informations de base, c'est-à-dire les programmes de travail, donc les documents qui rassemblent tous les appels à projets, des événements d'information, des événements de matchmaking. Toutes ces informations-là, vous allez les retrouver sur le site Horizon Europe de la Commission européenne et pour la partie française, sur le site Horizon Europe gouvernemental. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver donc, le fameux site dont je vous parle depuis tout à l'heure, les anciens projets financés sur Cordis, toujours s'y référer. Vous pouvez aussi contacter les entités que vous trouvez intéressantes, qui ont été anciennement financées. Vous pouvez les retrouver et les contacter. Il y a un formulaire qui est intégré sur cette plateforme. Donc, c'est aussi utile pour de la recherche de partenaires. Ensuite, un troisième site intéressant, c'est le EU Funding and Tenders Portal. Donc, c'est le portail sur lequel vous pouvez candidater aux appels à projets qui vous intéressent. Et dans le descriptif des appels à projets, vous avez aussi un outil de recherche de partenaires qui est intégré. Donc, c'est la plateforme qui est vraiment centralisée, donc très utile pour quand vous cherchez un consortium. Ensuite, des outils, cette fois, seulement dédiés à la recherche de partenaires. Donc, vous allez avoir Greenet, qui est un outil spécifique pour le cluster 5, donc climat, énergie, mobilité, qui vous permet de trouver des partenaires. Et vous avez ensuite le Enterprise Europe Network, donc EEN, pour trouver des partenaires européens. Cette fois, ce n'est pas un site qui est seulement dédié à Horizon Europe, mais aussi à d'autres programmes de financement. Mais en tout cas, pour Horizon Europe, ça fonctionne bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour les sites de référence. On va maintenant passer à des questions, s'il y en a. Oui, il y a des dernières questions qui ont été posées sur le... Le dossier doit-il être réalisé en anglais? Oui, le dossier doit être réalisé en anglais, le plus simple possible, comme j'ai pu le dire. Je vais vous envoyer la liste des pays qui participent. Donc, vous avez les États membres, mais vous avez aussi donc, ce que j'ai appelé les pays associés. Vous avez aussi les pays donc, à faible revenu ou intermédiaire. Ça va être par exemple des pays d'Afrique, mais vous allez aussi avoir l'Argentine. Voilà. Il y a en tout plus d'une centaine de pays. Et ensuite, d'autres pays peuvent participer, mais ils ne seront pas forcément financés. C'est seulement sous conditions qui sont spécifiées dans l'appel à projet. Vous allez voir que, par exemple, des fois, il peut y avoir des phrases comme tel pays est exceptionnellement financé pour cet appel à projet. Ou sinon, vous devez réussir à démontrer que l'entité est particulièrement importante en tant que bénéficiaire, car elle peut avoir une expertise vraiment particulière, des données spécifiques, des infrastructures de recherche particulières. Je vous envoie tout de suite le lien vers les pays qui participent. Je reprenne d'autres questions sur le matchmaking. Je ne sais pas si on y a déjà répondu. Le matchmaking, c'est en effet des événements qu'on propose pour aider à trouver des consortiums ou des partenaires français et ou européens. Et donc, du coup, je rejoins le sujet de la newsletter dont je vous parlais en introduction. C'est typiquement l'information, ce genre d'événement, on fait l'information sur les prochains événements via nos newsletters ou via notre page LinkedIn aussi. On n'a pas encore parlé, mais on a une page LinkedIn sur laquelle vous trouvez un certain nombre de publications d'informations régulièrement. Et pour vous donner un peu plus d'informations sur le prochain matchmaking, il n'y a pas de date fixée. Mais on devrait organiser quelque chose avant l'été, potentiellement avec des Canadiens, par exemple. La rétroactivité des dépenses est-elle autorisée? La rétroactivité des dépenses, en fait, les dépenses, la date de prise en compte des dépenses est fonction du projet. C'est dur de faire une réponse vraiment complète sur cette question-là. Le mieux, c'est que vous envoyez, pour cette question-là, envoyez-la à l'adresse mail PCN Énergie Climat et on vous fera une réponse détaillée pour répondre à celle-ci. Il y avait une question. Nous travaillons sur le remplacement des pétrosourcés par de la biomasse. Est-ce concerné?
on est sur une thématique décarbonation, donc ça peut rentrer dans les attendus de certains appels à projets. Je pense au dernier dont on a parlé, par exemple, le Clean Industrial Deal. Ce qu'il faut faire, c'est du coup, ouvrir le programme et regarder un peu quels sont les attendus en termes de technologie ou de matière, par exemple, sur ces appels à projets pour être sûr. Sinon, encore une fois que vous avez du coup identifié quels appels à projets pourraient être intéressants pour vous, faites un mail à PCN Énergie Climat et on revient vers vous pour faire la deuxième partie qui est plus l'alignement de votre techno avec les appels à projets. Il y avait une question sur qu'est-ce que sont les clusters. C'est du vocabulaire Horizon Europe. J'ai répondu déjà. Ah, ok, parfait. Est-ce que vous faites de la prospection pour identifier des réponses françaises, des entreprises françaises qui pourraient être intéressées par un AAP? La prospection, en fait, elle passe par ce genre de webinaire, par exemple. Elle passe par l'animation d'une page LinkedIn. Elle passe par différents événements auxquels nous, on participe, qui sont organisés plus au niveau régional. Donc oui, on fait de la prospection. Je ne sais pas s'il y avait une question un peu plus précise, hein, Madame Sievers, mais la réponse est oui, en tout cas, à votre question. Remontez-vous ou descendez-vous la recherche, les besoins des nouveaux partenaires pour le montage de consortium. Madame Roufignac, oui, ce que nous, on fait avec le rôle de PCN, en fait, pour être le plus clair possible, le rôle de PCN, c'est de fluidifier les échanges entre partenaires, acteurs français, pour faciliter notamment le montage de consortium. Donc, quand on nous sollicite avec une marque d'intérêt pour un appel à projet, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on renseigne une base de données interne avec la typologie de l'entreprise, l'appel à projet qui l'intéresse, l'expertise de l'entreprise ou du laboratoire en question, et donc son apport au projet. Et puis, si au bout de quelques sollicitations pour un même appel à projet, on se rend compte qu'il y a un match possible, un accord possible entre différents partenaires français, alors oui, on fait des mises en relation. C'est un de nos rôles. Est-ce qu'il faut forcément attendre un appel à projet ou si nous avons un projet européen structurant, on peut le soumettre? Alors non, il faut répondre à un appel à projet. Donc, vous répondez à un appel à projet qui fait partie du programme de travail. Spécifiquement, vous ne pouvez pas soumettre un projet qui ne répond pas à quelque chose de précisément. Concernant l'hydrogène, si vous avez quelque chose de spécifique, donc vous avez ce qu'on appelle le Clean Hydrogen Partnership, qui est donc une association, enfin un partenariat public-privé à laquelle participe la Commission européenne, mais aussi donc les associations donc Hydrogène Europe et Hydrogène Europe Recherche. On ne vous a pas parlé ici d'hydrogène parce que les appels à projets se clôturent en avril, malheureusement donc assez rapide, mais vous pouvez toujours quand même nous contacter si vous êtes intéressé par les appels à projets hydrogène. N'hésitez pas à utiliser les différents outils de partenariat si vous êtes intéressé pour rejoindre un consortium. Il y avait un sujet sur Net Zero. C'est vrai que c'est un peu, enfin c'est directement traduit de l'anglais, mais Net Zero c'est pour neutre en carbone, hein, Monsieur Morvan. Il y avait une remarque de Madame c'est Monsieur Sonalier sur le sujet de l'adaptation. Même si ce sont des sujets très locaux, en fait, on peut retrouver des problématiques ou des thématiques d'adaptation communes à pas mal de régions européennes. Par exemple, si on s'intéresse au pourtour méditerranéen ou par exemple, le sujet de l'adaptation des voies navigables, qui est un sujet qui peut être commun à pas mal de pays européens. Donc oui, l'exigence sur le nombre de partenaires européens minimum est aussi valable pour ce sujet-là ou cette thématique. Quel est le nombre moyen de partenaires dans les consortiums? Je vous dirais que c'est assez variable. Des fois, les appels à projets vont avoir quand même une assez longue liste de demandes et d'aspects. Donc là, potentiellement, il peut y avoir beaucoup plus de partenaires, mais il n'y a pas vraiment on ne va pas vous conseiller, on va dire, un nombre de partenaires à avoir. L'idée, c'est vraiment juste de répondre à tous les aspects
de l'appel à projet, mais pas spécialement de nombre. Pas spécialement de nombre Voilà. bien défini, en fait. Monsieur Sonalier, sur la partie mobilité, on n'a pas sélectionné d'appel à projet spécifiquement sur la partie mobilité, même si on retrouve sur deux des appels liés à la batterie. Sur le sujet de recyclage, on avait le sujet de recyclage de batteries automobiles. En fonction, en fait, la sélection d'appels à projet qu'on a fait aujourd'hui, c'est surtout basé sur les thématiques liées directement à la transition énergétique et aussi aux dates, comme le disait Charlotte, aux dates de clôture. Mais il existe des appels à projets spécifiques à la mobilité qui sont accessibles sur le programme Horizon Europe. Je vous ai envoyé le lien qui répertorie le programme de travail. Donc, pour les questions mobilité, c'est le même cluster, donc le cluster 5. Donc, sur le site que je vous ai envoyé, vous allez dans le programme de travail cluster 5 et vous allez avoir plein d'appels à projets sur la mobilité. Il y a une question sur y a-t-il une porte d'entrée biodiversité et économie régénérative? Sur ça, ce sont des thématiques qu'on peut retrouver sur l'adaptation au changement climatique ou dans le cluster 6 qui avait été cité dans une des questions auparavant. Le cluster 6, c'est justement le cluster. Donc, ça reprend un vocable européen, mais cluster, ça désigne un ensemble d'appels à projets liés à une thématique en question. Et donc, le cluster 6 est justement porte sur les sujets de biodiversité et d'agriculture, ce genre de thématique. Donc, la réponse est oui, et soit sur la partie adaptation au changement climatique ou sur le cluster 6. Monsieur Espo. UK, tu as répondu. Le replay. Je ne vois pas de nouvelles questions. Sur l'état de l'art. Pour s'assurer du dépassement de l'état de l'art, la bonne méthodologie est de consulter la base de données Cordis. C'est pas la seule, c'est pas la prioritaire, j'ai envie de dire. A priori, si vous détenez une expertise dans un domaine technique ou autre, vous êtes capable, enfin, vous avez déjà la crédibilité pour dire l'état de l'art, c'est ça, parce que je connais mon domaine. Après, le mieux est de pouvoir s'appuyer soit sur des références bibliographiques, par exemple, dans la proposition que vous allez rédiger, et vous pouvez aussi vous appuyer sur les projets financés par le passé sur Cordis. C'est bien dans le sens où ça fait un argument supplémentaire, mais c'est bien surtout parce que ça montre dans votre proposition que vous avez consulté les projets financés dans le passé et que vous appuyez du coup votre projet sur des recherches financées par Horizon Europe déjà auparavant. Est-ce que BPI France contribue à l'évaluation des candidatures aux appels à projets? Si oui, observez-vous des tendances évolution dans les candidatures ces dernières années? Alors non, nous ne sommes pas évaluateurs. Les évaluateurs sont des personnes indépendantes. Donc nous, évidemment, en tant que PCN, il y aurait potentiellement un conflit d'intérêts si on évaluait aussi les propositions. Donc non, nous ne participons pas à l'évaluation des projets. Par contre, la tendance, il y a de plus en plus de candidatures. C'est plus compétitif parce que c'est vrai que ça représente une opportunité importante de financement. Je dirais qu'il y a aussi de plus en plus de candidatures qui ne replient pas aussi forcément tous les aspects. Donc, bien faire attention à répondre à toutes les conditions de l'appel à projet, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà. Il y avait une question sur les. Où retrouve-t-on la liste des pays à faible revenu? On définit. Je l'ai envoyé. Ok, super. Et le dossier doit être réalisé en anglais, oui. La rétroactivité des dépenses, okay. On vous revient par écrit. Ok, tu as fait. Oui, j'ai l'impression qu'on a fait le tour sur les questions qui ont été posées. Hein. En tout cas, pour la moindre question, donc là, on a abordé les choses de manière assez généraliste pour vous donner un aperçu, mais n'hésitez surtout pas, une fois que vous avez identifié des appels à projets qui peuvent vous intéresser, si vous avez un doute, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail. On est vraiment là pour vous accompagner dans ce processus. Comment sont traités les IP
et confidentialité des solutions générées par les programmes. Donc IP, je pense que vous parlez de propriété industrielle. Propriété intellectuelle, pardon. Ça, du coup, comme on est sur du financement public au niveau européen de la recherche, il y a forcément des attendus en termes de dissémination des résultats attendus par la Commission européenne. Ça n'empêche pas le dépôt de brevets ou la protection de solutions, qu'elles soient technologiques ou autres, qui auront été acquises ou développées pendant le projet. Donc, il n'y a pas plus de difficultés sur ce genre de projet que sur des projets qui sont financés par la recherche publique en France, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une question plus précise, sinon, Monsieur Usil ou Madame Usil. Ok, parfait. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer l'appel à projet, le webinaire aujourd'hui. Et oui, Caroline, c'est vrai qu'elle en profite. J'en profite aussi, il y a un événement qui aura lieu le jour E, organisé par BPI France à Marseille le 2 avril prochain. Donc, ceux qui sont basés à Marseille peuvent profiter de ce jour-là. On sera plusieurs de BPI France qui travaillent sur Horizon Europe présents à Marseille le 2 avril. Donc, ça peut être aussi une occasion de discuter, de se rencontrer et de parler Horizon Europe. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On est content qu'il y ait de l'enthousiasme qui se soit exprimé dans ces questions. Et puis, on vous retrouve bientôt, soit par écrit, soit en physique. Bonne journée et au revoir. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Bonne journée.